Il n'est pas étonnant que Leonardo ait choisi de prendre un nouveau départ à Milan. À l'époque, la ville était déjà bien plus peuplée que Florence. C'était un centre artisanal, commercial et industriel de premier ordre, extrêmement riche. Mais une autre raison a déterminé son choix. Galeas Marie Sforza, le duc de Milan qui avait été accueilli à Florence par Laurent le Magnifique en 1471, s'était fait assassiner en 1476. Son frère Ludovic, surnommé le Mort, qui a évincé 3 ans plus tard son neveu Jean Galeas, le duc légitime, s'est accaparé le pouvoir. Cet homme avait vécu un temps de rapine et était un chef militaire, tout comme l'était son célèbre père François de Sforza. Dans sa lettre de motivation, Leonardo s'était donc présenté comme un ingénieur, relayant ses activités artistiques en bas de page, car il savait qu'il serait ainsi plus facilement recruté et où était la priorité de son potentiel mécène. La capitale lombarde était effectivement en guerre contre la République de Venise. Il se montrait pleinement conscient de la situation et proposait des innovations intéressantes, piquant la curiosité et la nécessité du duc. Mais ce dernier ne l'engagea pas immédiatement à son arrivée. Nous avons beaucoup de mal à savoir comment Leonardo a pu gagner sa vie à Milan durant cette période. Il se peut qu'il ait reçu de l'aide de son père, qu'il ait continué la production de Madone, entre autres tableaux, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'emploie à l'étude concrète de projets militaires. Sans doute pour confirmer les propos qu'il a tenus dans sa lettre et en prévision du jour où le duc fera appel à lui. Toujours d'après les ouvrages imprimés d'ingénieurs militaires comme celui de Roberto Valturio, De Re Militaris, qu'il connaissait très bien depuis sa parution en langue italienne, il se penche sur des dispositifs extrêmement horribles pour décimer les rangs adverses, mais qui présentent également un risque pour les troupes alliées. L'une de ses premières études en la matière est celle de ce char particulièrement redoutable. Voyez comme Leonardo décrit froidement les effets de cet engin de mort par la façon dont ses corps, aux membres coupés, s'amoncellent sous les lames tournoyantes. Le char situé juste en dessous n'est guère mieux, il paraît en effet impossible de s'en approcher quel que soit le côté. Une autre idée de char atroce est déployée dans ce dessin suivant qui présente également un cavalier armé de 3 lances, ou encore un fantassin armé d'un drôle de dispositif car il s'agit de tirer à l'arc tout en se protégeant derrière un bouclier. Il y a également l'exemple de cette arbalète géante, dont on imagine la force du trait projeté, capable d'empaler n'importe quelle cible, voire plusieurs, pourvu qu'elle se trouve sur sa trajectoire. Par de multiples astuces, Leonardo conçoit des systèmes défensifs capables d'enrayer les attaques ennemies, invente une nouvelle génération d'armes, parmi lesquelles le lointain ancêtre de la mitrailleuse, le char d'assaut, cette curieuse roue que l'on surnomme parfois l'arbalète pistolet ou arbalète revolver, et bien d'autres. Cette cruauté, Leonardo l'explique par ces mots. Pour préserver le cadeau suprême de la nature, à savoir la liberté, j'invente des moyens pour l'attaque et d'autres pour la défense, contre l'ambition des tyrans. Toujours d'après sa lettre de motivation, Leonardo se montrait confiant, sûr de ses capacités à en croire ses mots. En peinture, je puis faire ce que ferait un autre, quel qu'il puisse être, et offre de faire la démonstration de ses machines pour prouver ses dires. On suppose que par l'initiative de Ludovic lui-même, qui souhaitait tester les capacités de celui qui se prétendait être l'homme qu'il lui fallait, une commande d'une toute autre nature survint dans un contrat du 25 mars 1483, la réalisation d'un retable pour l'église San Francesco Grande, conjointement avec 2 peintres locaux, ses collègues les frères Ambrogio et Evangelista de Predis, qui devaient se charger des panneaux latéraux et de la décoration du cadre. Le sujet est une adoration de l'enfant. Leonardo se mit au travail et le poursuit jusqu'aux alentours de 1485. Très rapidement, les formes, les couleurs et le nombre de figures demandées par les moines ne sont pas respectés, ce qui tend à indiquer que Leonardo avait des études sur le sujet, préparées en amont, bien avant la réception d'une telle commande. L'adoration de l'enfant étant après tout un thème très demandé, comme les vierges à l'enfant, il est très envisageable que Leonardo pouvait prévoir à toute éventualité sur ce qui lui serait demandé. Mais seulement quelques études qui nous sont parvenues peuvent être associées de façon certaine à l'œuvre finale. Cette fois encore, une grande importance est accordée à la nature et au paysage montagneux. Le véritable écran constitué à l'arrière-plan donnera d'ailleurs à l'œuvre le nom que nous lui connaissons aujourd'hui, la Vierge au rocher. La disposition pyramidale est ici plus identifiable que dans la Madone à l'œillet ou la Madone Benoît. Elle installe confortablement la scène dans le tableau et confère le sentiment d'un épisode parfaitement ordonné. La Vierge, au sommet, introduit Saint Jean-Baptiste encore enfant à son fils, Jésus de Nazareth, soutenu par l'archange Uriel qui interpelle directement le spectateur sur ce qu'il doit regarder. L'implication s'en trouve extrêmement intéressante. Les 2 groupes se font face presque diagonalement, mais sont néanmoins mêlés sous l'effet de notre point de vue. L'œuvre est de reliefs parsemés, pétris de symboles, de références, d'allusions littéraires et liturgiques qui ne font que confirmer le parti narratif que prit Leonardo dans ses tableaux précédents. Mais un litige entache ce nouveau projet. Les moines, qui avaient fixé au départ une rétribution de 200 ducats, arrivent en même temps que le panneau central s'achève, à la conclusion finale de 25 ducats seulement. Décision prise par une commission spéciale composée uniquement de membres de leur communauté. Les artistes considèrent qu'ils ne sont ainsi plus assez rémunérés pour ce travail. Les 25 ducats proposés sont à peine suffisants pour acquérir les matériaux et satisfaire la hauteur de leurs efforts.
Il tente de réclamer un minimum de 100 ducats sous la menace de vendre l'œuvre à un amateur plus généreux. L'œuvre est finalement bel et bien vendue, au plus tard en 1491, sans que les moines ne réagissent. Ce qui pourrait prouver qu'ils avaient définitivement refusé l'œuvre, mais aussi que cette dernière aurait pu être acquise par un personnage sur lequel ils ne pouvaient avoir de l'influence, Ludovic Sforza lui-même. Cette hypothèse, très certainement la plus probable de toutes, nous renseignerait sur la satisfaction du duc malgré ce différend déplorable. Leonardo a prouvé qu'il était un artiste d'exception qui serait bien capable de réaliser, comme il l'avait avancé, la statue équestre de son père. Mais ce n'est pas tout. À partir de l'année 1485, il est obsédé par l'idée de voler. Les livres militaires qu'il s'était procurés le passionnent. Il se réfugie dans cette inépuisable source d'imagination, Puisqu'on ne manque jamais d'idées pour pulvériser son voisin, c'est bien connu. et reprend les dessins sommaires de ses prédécesseurs. L'un d'entre eux, l'ingénieur Mariano di Jacopo, dit Taccola, l'un des premiers à utiliser le dessin pour concevoir leurs inventions, ne manque pas d'intuition mais de méthode. Leonardo reprend ses idées et observe lui-même les phénomènes naturels comme il en avait déjà l'habitude. Le battement d'ailes des oiseaux l'inspire, et il conçoit sous ce principe un dispositif qui permettrait à l'homme, imitant ce mouvement, de s'envoler. Ce système est plus connu sous le nom d'ornithoptère. Bien évidemment, il n'a pas conscience de toutes les forces qui sont en jeu lorsque les oiseaux effectuent ces mouvements. De plus, les bras de l'homme sont trop faibles pour permettre d'actionner des ailes aussi lourdes. Mais la logique de son raisonnement, basée sur une observation biologique, et son obstination, l'incitèrent à créer d'autres sortes de machines pour parvenir à ce doux rêve. Toujours en imitant le vol des oiseaux, il place un homme horizontalement qui, en pédalant à l'aide de ses pieds et de ses mains, actionne les ailes au-dessus de lui. Imitant cette fois la libellule, l'homme est placé dans une machine disposant de 4 ailes, 2 qui descendent lorsque les 2 autres montent. Inspiré de certains végétaux qui volent lentement grâce au vent, il conçoit sa célèbre vis aérienne, ancêtre de l'hélicoptère, ou bien encore le parachute qu'il dispose dans ses autres machines par mesure de sécurité. Leonardo n'est donc pas l'initiateur de ces découvertes, mais celui qui systématise leur approche scientifique, en prenant toujours pour point de départ l'observation des éléments naturels. Il améliore considérablement l'imagination de ses prédécesseurs, prend énormément de temps à décrire le fonctionnement de ces machines, ou même les étapes de leur construction, en détaillant chaque propriété et les dimensions d'un matériau pour expliquer son utilité. Leonardo n'est pas l'initiateur, mais finalement le véritable inventeur de ces projets, puisqu'il les rend possibles. Son originalité et son sérieux, proposant des moyens concrets de mettre en œuvre ses créations, finirent par complètement décider le duc. Leonardo entame ici la période la plus heureuse de son histoire. Il prend ses fonctions entre 1487 et 1490. En tant qu'artiste de cour et désigné comme grand ordonnateur de fêtes et spectacles au décor somptueux, Leonardo conçoit des tenues, mais également du mobilier et des costumes pour des événements particuliers qui ont pour fonction d'impressionner les hôtes de marque des Sforza de passage à Milan. Il intervint également dans le domaine du portrait en imposant un type plus dynamique de pose, malgré un fond neutre et sombre, proposant des mouvements différents pour la tête et le buste, ce qui n'est pas sans rapport avec les études qu'il avait déjà réalisées pour la Vierge Rocher, et intégrant les bras du modèle dans le cadre. Il réalise ainsi ceux de Cecilia Gallerani, favorite du duc, plus connue sous le nom de la Dame à l'hermine, et celui de la Belle Ferronnière, qui sont d'une troublante intensité dans le regard ou la vraisemblance des chairs. Disposant maintenant d'un atelier, son domaine d'action s'étend encore aux Madones. Il réalise des dessins mais délègue semble-t-il leur exécution aux élèves qui sont à sa disposition, comme Marco Dogiono ou Giovanni Antonio Boltrafillo, qui auraient réalisé la Madonna Alita. On peut voir dans cette Madone une certaine maturité dans le traitement du paysage ou dans la présence très accentuée de la Vierge à l'enfant. Mais ce ne sont pas ses seules occupations, loin de là. Leonardo s'applique dans le même temps à la conception d'églises de plan centré. Il est mandaté pour des projets d'architecture afin de restructurer Milan, qui reste encore très médiéval dans son organisation urbaine, comme consultant pour le dôme de la cathédrale Santa Maria Nascente. Il rencontra d'ailleurs à cette occasion l'élève de Taccola, Francesco di Giorgio Martini, qui lui enseigna très certainement quelques petites choses en architecture, puisque ce dernier l'emmena avec lui à Parme, également en tant que consultant pour la cathédrale. Et bien sûr pour des projets militaires. Mais les innovations de Leonardo ne se font pas seulement par des moyens horribles dans le cadre d'un affrontement. Sa passion pour les machines le conduit à réaliser des décors mais aussi des engins automatisés qui émerveillent les convives, parmi lesquels cette petite automobile qui devait être remontée manuellement mais qui pouvait se mouvoir seule selon l'itinéraire que l'on avait programmé pour elle. Leonardo a des idées pour tout, notamment d'innombrables engrenages, des moyens pour construire, élever des poutres, faire circuler l'eau, perfectionner le réglage des horloges, le système d'ouverture des portes, améliorer les conditions de certaines professions, les métiers à tisser et du drapier, le tour de potier, le rendement des meuniers. La liste est sans fin. Ajoutons qu'il demeure profondément intéressé par la nature, les végétaux et les animaux. Nous avons déjà parlé de son intérêt pour les oiseaux, mais ce n'est pas le seul animal pour lequel il se fascine. Le cheval occupe en effet une place particulière dans sa production, puisqu'il est notamment lié à l'un des plus grands projets de sa vie, le monument équestre de François Sforza.
Or, au moment où Leonardo entre au service du duc de Milan à l'âge de 35 ans, on ne lui connaît pas de sculpture et il ne semble pas qu'il en ait déjà réalisé de lui-même. Pourtant, et selon l'engagement qu'il a formulé dans sa lettre, il s'était porté garant de la réalisation de cette œuvre aux dimensions colossales et se voit ainsi confier le projet. Réaliser une sculpture de cette importance pour quelqu'un qui n'en a jamais fait n'est pas chose aisée, mais ça l'est encore moins lorsqu'il s'agit d'une statue intégrant un cheval. Les proportions doivent être respectées, l'ensemble équilibré. Il dispose néanmoins de nombreux exemples pour l'aider dans cette entreprise, à commencer par les fresques des maîtres Paolo Uccello et Andrea del Castagno, présentes dans la cathédrale Santa Maria del Fiore, qu'il a eu tout le loisir d'étudier lorsqu'il était à Florence au service de Verrocchio. L'illustre Gattamelata du plus grand sculpteur de la génération précédente, Donatello, sur lequel s'appuie le testament à Venise de son maître Verrocchio, qui disparaît effectivement en 1488. Leonardo sillonne donc la Lombardie à la recherche d'un cheval adéquat qui puisse servir de modèle, prend des mesures et détermine la posture. C'est pendant ces recherches que le 22 juillet 1490, il rencontra un garçon de 10 ans d'une beauté troublante. Son nom est Gian Giacomo Caprotti da Oreno, et Leonardo est absolument subjugué par sa personne malgré ses mauvaises manières. Le jeune garçon est plutôt de nature curieuse, ce qui n'est pas pour déplaire à Leonardo, et possède de surcroît l'âge requis pour entrer en apprentissage. Il n'en fallait pas plus pour que Leonardo décide de le prendre sous son aile. Le jeune garçon devient donc son élève et probablement son amant platonique. Du moins pour commencer, car dans les années suivantes, leur relation devient très floue, voyez plutôt. Non, vous ne remarquez rien ? Et maintenant ? Mais non, c'est pas mal. Ce n'est pas tout, car en plus d'avoir de mauvaises manières, il est très dépensier, superficiel, il est aussi farceur, menteur, voleur, vulgaire, plutôt désagréable, ce qui ne manque pas de causer des ennuis avec les autres disciples. Pourtant, Leonardo lui pardonne tout et ne le renvoie jamais. Son caractère imprévisible et la zizanie qu'il provoque dans l'atelier lui valent rapidement le surnom de Salai, ou petit diable en italien. C'est véritablement le début d'une longue histoire d'amour pour Leonardo. Il est très probable que ce soit toujours dans le cadre de la préparation du monument de François de Sforza que Leonardo s'intéressa à l'anatomie humaine. Il continua de s'appuyer sur les écrits de Taccola, et notamment sur ce curieux dessin qui représente un homme vu de face, compris dans un ensemble de figures géométriques. Nous comprenons clairement, avec en plus le compas et l'équerre indiqués en partie supérieure, qu'il s'agit d'un système de mesure pour préétablir les proportions du corps humain, guidé selon un souci de perfection. Ce dessin est en vérité un essai de Taccola pour tenter de comprendre la théorisation du corps de l'auteur de la Rome antique, Marcus Vitruvius Pollio, francisé Vitruve. Excusez-moi. D'après ce dernier, l'homme et son corps peuvent être inscrits dans un carré et un cercle. Mais la complexité de cette conception est telle que d'autres, encore après Leonardo, se sont risqués sans succès à interpréter ses écrits. Le carré encadre soit le cercle, ce qui n'est donc pas très utile pour le corps en lui-même mais plutôt pour la construction du cercle, soit dénature les proportions et étire les membres de façon grotesque. Mais Leonardo, lui, qui n'a jamais pu bénéficier d'études supérieures, y parvint seulement par son observation méthodique de la nature. Aidé des conceptions architecturales de Francesco di Giorgio Martini, dont nous avons déjà parlé, mais également de Giacomo Andrea, avec qui il se lia d'amitié à la cour de Milan, il se lança dans la mesure de chaque partie du corps humain, prit diverses notes en établissant les rapports entre les différents composants du tronc, des bras, des jambes, ou encore au sein du visage, le nez, les yeux, la bouche, le menton, les oreilles, etc. Le but étant de proposer un canon, un modèle harmonieux à suivre pour aider à la représentation des figures. Le résultat de ces recherches est resté dans les mémoires. Leonardo résout le problème de Vitruvius en superposant simplement les deux figures géométriques, sans chercher à les disposer de façon nette. Il les fait seulement partir toutes deux de la plante des pieds. Grossièrement, le cercle indique la portée des bras et des jambes, tandis que le carré délimite l'occupation spatiale du corps statique. Mais tout ceci doit en plus être compris selon des principes philosophiques, prenant en compte les vertus physiques et spirituelles de l'être. Toujours est-il que l'homme de Vitruvius, selon Leonardo, devint si célèbre qu'il est habituellement utilisé pour représenter les conceptions de l'humanisme, l'homme au centre de l'univers. C'est dire à quel point cette image a joui d'une grande popularité, tout comme il illustre le tour de force de Leonardo. Mais il n'y a pas que la taille et les muscles qu'il étudie au cours de cette expérience. Il se penche sur tout ce qui peut l'être. Cela va des os aux articulations et d'autres fonctionnalités du corps dont la plus osée reste celle représentée dans les deux coupes verticales du coït, conservées aujourd'hui dans la collection royale d'Angleterre. La seconde, bien plus précise concernant les organes internes de l'homme, nous renseigne sur sa pratique de la dissection pourtant interdite par le christianisme. Avec ces dernières, le dessin de Salai et en plus la bravade de cet interdit, on ne peut pas dire que Leonardo avait vraiment des tabous. Ses études pour la plupart menées, il commence à sculpter, façonner jusqu'aux alentours de l'année 1493 un immense modèle en argile pour préparer l'exécution finale. À la même période, un poème de Baldassare Taccone rend compte du succès de cette sculpture. Dans la cour du château, vois le cheval prodigieux, modèle d'un bronze, gloire du père.
Je crois fort que la Grèce et Rome jamais n'en ont vu de plus grand. Vois donc comme il est beau ce cheval. Leonardo seul l'a créé de ses mains, en bon sculpteur, peintre et géomètre, son seul talent, un don du ciel. Le seigneur Ludovico de tout temps l'a voulu, mais on a pu le commencer plus tôt car il s'était encore trouvé de Leonardo pour le faire si beau qu'aujourd'hui. Tous ceux qui le voient l'admirent, et ils le font l'égal de Phidias, de Myron, de Scopas ou de Praxitèle. Force est de dire en effet que jamais sur la terre on ne vit plus belle œuvre. Ce poème prouve que l'œuvre, alors encore à l'état de maquette, suscitait déjà l'admiration de ses contemporains. Cependant, 2 paramètres empêchèrent Leonardo de poursuivre ce projet merveilleux. Dans un premier temps, l'œuvre n'était pas destinée à être en marbre, qui est déjà difficile à travailler à cause de sa valeur, mais en bronze, qui est un matériau autrement plus coûteux et donc beaucoup plus précieux, qui exige le fait d'être sûr de savoir comment le couler. Tout ceci nécessite évidemment de très nombreuses études pour ce que l'on appelle le coffrage, le moule de la sculpture en bronze. Mais Leonardo ajoute une difficulté supplémentaire. En plus du fait de n'avoir jamais réalisé de lui-même une sculpture en bronze, il veut couler le cheval en une fois. Or, plus une pièce est grande, plus il est difficile de faire couler le bronze. Et si le bronze n'est pas coulé correctement, cela peut remettre en cause l'intégralité de la sculpture. Vasari eut quelques mots à ce sujet. On a soutenu que Leonardo l'avait commencé, comme tant d'autres œuvres, sans intention de le finir. Car avec de telles dimensions, tenter une fonte unique était visiblement d'une incroyable difficulté. Malgré tous les domaines sur lesquels Leonardo s'étendait, il n'en demeure pas moins qu'il n'a jamais reçu la moindre éducation universitaire et n'a donc pas accès à un savoir supérieur, un peu plus érudit. Mais en tant qu'artiste de la famille Sforza, il a le loisir de s'adonner à tout ce qui lui plaît, et cela ne se limite pas à l'art ou à l'ingénierie. Il fréquente certaines personnalités, des lettrés et autres artistes dans l'entourage du duc. Des musiciens, comme celui dont il fait le portrait, sans doute aidé de son élève Boltrafio, Franchini Gafurio. On note au passage qu'il s'agit du seul portrait masculin connu qu'il réalisa dans sa carrière, ou le franciscain et mathématicien Luca Pacioli, invité à la cour en 1494. C'est auprès de lui que Leonardo apprit de façon approfondie les mathématiques, si bien qu'il apporta même son aide à Pacioli dans la rédaction de son premier ouvrage, Summa di Arithmetica, Geometria de Proporzioni e de Proporzionalità, ainsi que dans son œuvre la plus connue, parue quelques années plus tard, De Divina Proportione, pour lequel il réalisa les illustrations. Nul doute que l'expérience de Pacioli et la formation qu'il reçut à son contact lui servit pour prévoir la fonte du cheval. Et c'est là qu'intervint le second élément, le plus direct, celui qui l'empêcha définitivement de mener à terme le monument de François de Sforza. Il s'agit d'un événement politique de grande importance. L'année 1494 voit en effet l'arrivée de l'armée du roi de France, Charles VIII, sur le sol italien. Son but est de redescendre toute la péninsule pour récupérer le royaume de Naples, qui a été conquis sur la branche cadette des Capétiens depuis 1442. Il s'estime le légitime héritier de ces terres, et entraîne par conséquent plus de 22 000 hommes dans sa suite. Milan est l'allié des Français dans cette entreprise, car Ludovic craint que son alliance avec Florence ne soit compromise par le rapprochement de Pierre, successeur de Laurent, avec Alphonse II de Naples. En tant qu'allié, le duché de Milan laisse bien évidemment passer l'expédition, mais doit aussi se préparer à la guerre. Le bronze, jusqu'alors destiné au monument, est réemployé pour fondre des canons. Leonardo est plus que peiné d'apprendre, à quelques jours de la fonte du cheval, que le projet n'aboutira pas, pour l'heure, pense-t-il sans doute encore. La progression du roi de France s'étend jusqu'en 1495. Pierre de Médicis lui ouvre les portes de Florence. Gênes, Mordano, Rome et même Naples, qui l'a pourtant accueilli à bras ouverts, sont autant de villes qui subissent les exactions des troupes françaises, entre massacres de soldats, de civils, viols, pillages. La population est exaspérée par la méprisante attitude des occupants à leur égard. Ce sont ainsi la République de Venise, les États du Pape et le Saint-Empire romain germanique qui se rassemblent pour former la Ligue de Venise destinée à les chasser d'Italie. Cette alliance est une grande menace pour le roi Charles, au point que le 20 mai, seulement 7 jours après son arrivée dans Naples, le roi est contraint de remonter vers le nord en urgence pour ne pas être bloqué. Pendant ce temps, le cousin de Charles VIII, Louis d'Orléans, qui a été laissé en Lombardie avec ses troupes pour sécuriser le passage, ne résiste pas malgré l'interdiction du roi à s'en prendre au duché, car il y nourrit des aspirations personnelles, sa grand-mère étant effectivement une Visconti, la famille régnante avant celle des Sforza. Il attaque la ville de Novare et s'en empare le 10 juin, sans toutefois poursuivre son avancée jusqu'à Milan. Suite à cette trahison de la part des Français, Ludovic le Mort réagit et rejoint la Ligue de Venise contre ses anciens alliés. Il contraint Novare au siège et ce n'est qu'au prix d'une bataille gagnée de justesse, celle de Fornoux, que Louis parvient à être sauvé par son cousin et à retourner dans son pays. Cette même année, Leonardo est pressé par les moines franciscains qui l'obligent à réaliser une seconde version de la Vierge au Rocher, le tableau qui lui valut en quelque sorte sa place à la cour des Sforza.
Il commença cette seconde version, mais laissa à Giovanni Ambrogio de Predis et possiblement aussi à son élève Marco Dogiono le soin de poursuivre le travail, car il était à ce moment bien plus occupé par une autre commande d'une importance beaucoup plus grande puisqu'elle était contractée par le duc, la réalisation d'une fresque pour le réfectoire de Santa Maria delle Grazie. Les Français repoussés, Ludovic était en effet plus que jamais désireux de consolider son autorité sur Milan et lança ainsi des travaux de décoration dans de nombreuses églises. Le sujet est le dernier repas du Christ sur terre avant le déclenchement de ses supplices, le moment où il avertit ses disciples que l'un d'eux le trahira, avant d'instaurer les sacrements du pain et du vin. C'est sur le premier temps de l'action que Leonardo concentre son attention. Bien évidemment, le dernier repas, que l'on nomme la scène, a été représenté maintes fois. Cependant, dans ces derniers cas, presque systématiquement, Judas le traître est clairement identifiable, exclu, séparé des apôtres de l'autre côté de la table, sans auréole et parfois accompagné d'un petit démon pour vraiment bien le pointer du doigt. Or, la version que Leonardo donne de l'épisode ne le distingue pas. Aucun personnage d'ailleurs, pas même le Christ, ne possède d'auréole, inscrivant ce moment clé, fondateur du christianisme, dans la réalité du monde terrestre. Ce qui se démarque en revanche dans ce projet, c'est l'idée assez précise de la façon dont il devait représenter le sujet et les protagonistes de la scène, car il y a peu d'hésitation dans ses études préparatoires, et semble-t-il un délai plus court qu'à son ordinaire pour en clore la conception globale. Leonardo écarte assez rapidement les études de figure qu'il ne retient pas pour dresser celles qui seront effectivement retenues pour décrire la physionomie de ses personnages. Autre point, le plus important qui diffère des conventions traditionnellement appliquées à l'iconographie de la scène, les protagonistes sont organisés en groupes de 3. Un ordonnancement très calculé, rigoureux, mais d'apparence naturelle grâce à la diversité des mouvements et la cohésion des formes. Seul le Christ est clairement isolé, mais cette solitude est expliquée par le contexte de l'annonce. Il accepte son sort tandis que ses auditeurs s'écartent, étonnés, interrogatifs, suspicieux et mélancoliques. Toutes ces observations sont permises par cette grande caractérisation des figures. En plus des couleurs, pas un seul personnage en effet n'a le même faciès et leurs expressions sont toutes différentes. Des détails qui trahissent une très grande investigation de la part du peintre. Jamais une œuvre de Leonardo n'a été aussi rapidement et autant louée de son vivant. Nous pouvons déjà citer son ami et professeur de mathématiques Pacioli. Impossible de se représenter les apôtres de manière plus vivante au moment où se fait entendre la voix de la vérité infaillible. Ou encore l'écrivain et chanoine Antonio de Beatis qui la contemple en 1517. Elle est tout à fait excellente, bien qu'elle commence déjà à présenter des signes de dégradation. Je ne sais si c'est à cause de l'humidité du mur ou par quelque autre inadvertance. Car oui, s'il semble que Leonardo ait effectivement mené à son terme la scène, cette dernière est dans un bien piteux état. Cela est en fait dû à la technique mixte de détrempe, peu adaptée à la technique de la fresque, qu'il appliqua sur l'enduit. Cette technique permit tout d'abord de doter l'œuvre d'une brillance inégalée d'après les dires de ses premiers spectateurs, mais finit par ronger les teintes qui se décolorèrent vite. Après de multiples tentatives de restauration, la dégradation paraît s'être aujourd'hui stabilisée. Il est étonnant de se dire que Leonardo ait testé une préparation a priori nouvelle qui diffère du buon fresco traditionnel, mais cela est révélateur de son mode opératoire. Leonardo expérimente à chaque instant, même au moment où il s'apprête à achever ses créations. Le récit du jeune Matteo Bandello, neveu du prieur en charge du couvent, qui y réside jusqu'en 1501 et donc témoin direct de la réalisation de la scène, nous en apprend beaucoup sur l'avancement des travaux. Cela dit, il arrivait que 2, 3 ou 4 jours se passent sans qu'il y ait mis la main en aucune manière, ce qui ne l'empêchait nullement de rester parfois 1 heure ou 2 devant la peinture pour juger les figures, les regardant, les considérant et les examinant avec grand soin. Donc malgré une conception rapide et une stabilité sociale plus que satisfaisante, Leonardo a toujours du mal à se mettre au travail. Toujours d'après Matteo Bandello, et lorsqu'il avait été pris d'un caprice ou d'une lubie, je l'ai vu aussi le midi, quand le soleil était au plus haut, quitter l'ancienne cour où il travaillait à son étonnant cheval d'argile, se rendre tout droit à Santa Maria delle Grazie, monter sur l'échafaudage, s'emparer d'un pinceau, faire quelques traits sur une des figures et repartir soudainement. En plus de sa lenteur, Leonardo était apparemment quelqu'un de distrait, pas inattentif loin de là, mais toujours s'occupant de multiples choses à la fois, tant il avait de domaines et de projets à l'esprit, ce qui peut expliquer sa lenteur. Et en parlant d'autres projets, en plus du fait d'apprendre que Leonardo travaille toujours au cheval du monument, malgré le fait qu'il avait déjà fixé une date auparavant pour la fonte de ce dernier, une autre fresque lui fut confiée dans le même temps que la scène, la décoration de la tour nord-est du Castello Sforzesco, la Sala delle Asse. Cet impressionnant décor représente 16 troncs d'arbres qui se rejoignent à la clé de voûte, sur laquelle est peint le blason de Ludovic à gauche, et à droite celui de son épouse Beatrice d'Este. Leonardo commence les travaux en 1496, mais le malheur allait bientôt s'abattre sur le duc Sforza et rendre sa position bien incertaine.